Avranches, en Normandie. La vie de François et Anne-Marie s'est brisée il y a 2 ans et demi, quand ils ont appris que leur fils Freddy a été tué. Depuis, Anne-Marie n'a jamais touché à la chambre de son fils. Voilà la chambre de Freddy. Voilà. J'ai du mal. Je sens, quand je rentre dans sa chambre, je sens son odeur. C'est dur pour moi. Puis quand je regarde les affaires, je ne peux pas. On m'a enlevé mon fils cruellement. C'est affreux. Freddy avait 25 ans. Carreleur de profession, il travaillait en Suisse comme intérimaire. Le 6 septembre 2007, il est 11 h du soir, quand Anne-Marie reçoit un coup de fil inquiétant de la part d'un inconnu. Il me dit, vous êtes la mère de Frédéric. Mais je voyais qu'il se fâchait et tout. Il commençait à mettre un peu sa voix. Et bon, je l'ai laissé parler et tout. Et puis il me fait comme ça, de toute façon, vous arrêtez à appeler à ce numéro-là parce qu'il est mort ou sinon il est mort. Et puis ça a coupé. Elle n'a pas trop bien compris. Elle n'a pas compris s'il est dit sinon il est mort ou il va être mort. Oui, mais voilà. Et là, ça a coupé. Donc, il dit, on y monte et tout ça. On appelle Nadia et moi, vous faites comme vous voulez, mais moi je monte là-haut. Les parents de Freddy et sa sœur Nadia partent aussitôt pour Annemasse, à la frontière suisse. C'est vrai que même pendant le voyage, on ne s'est même pas arrêté. On est descendus tous les 3, donc c'est vrai que ça a été un voyage long, enfin angoissant, quoi, on va dire, très angoissant. On ne savait pas ce qu'on allait trouver. Au petit matin, ils arrivent devant l'immeuble où Freddy loue une chambre. Avant de rentrer dans la chambre, j'avais du mal. Hein. J'avais peur de le retrouver mort dans sa chambre, parce que j'avais peur. Oh là là, même pour marcher, j'arrive plus à marcher, j'ai peur de le trouver, j'ai peur. Oh mon Dieu, ça a été très très dur. Mais Freddy n'est pas là et la chambre est intacte. Malheureusement, il n'y avait rien. Non, Et c'est là qu'on a été au commissariat, faire notre déclaration de disparition de Freddy. Au commissariat, ils signalent la disparition de leur fils et celle de sa voiture. 2 jours plus tard, ils sont toujours à Annemasse. Il est 21 h. Le téléphone d'Anne-Marie sonne. C'est Nadia, la sœur de Freddy, qui décroche. Elle m'a dit, si vous voulez revoir votre fils vivant, c'est 75 000 €. Et il croyait que c'était moi qui étais au fil, au du fil. Et je vous rappellerai pour la rançon, mais il me faut 75 000 €. Et le mardi, il fallait lui trouver pour le mardi la rançon de 75 000 €. L'appel est pris au sérieux, d'autant plus que la voiture de Freddy est retrouvée carbonisée. La police judiciaire prend l'affaire en main. La famille est placée sur écoute téléphonique. Pendant 3 jours, elle ne reçoit aucun coup de fil. Mais le mercredi 12 septembre, à 1 h du matin, le téléphone sonne. Nadia décroche, c'est le ravisseur. Cette fois, il appelle pour fixer le lieu de remise de la rançon. Le rendez-vous est prévu à Lyon, dans un parc. Une policière se substitue alors à Nadia et se rend sur les lieux de l'échange. Mais le ravisseur ne vient pas. Le lendemain, l'affaire rebondit quand un corps démembré est retrouvé dans une rivière. Les expertises ADN sont formelles. Il s'agit bien de Freddy. Catherine Poncet est journaliste. Elle a suivi toute l'affaire. Elle nous amène à l'endroit où le corps a été retrouvé. Le corps, le tronc de Freddy Liot a été retrouvé à moins d'1 kilomètre d'ici, sur un banc de sable par des pêcheurs. Et quelques jours plus tard, on a retrouvé un bras en Suisse, donc un peu plus loin encore. C'est des promeneurs qui ont retrouvé un morceau de jambe aussi, mais on n'a jamais retrouvé la totalité du corps de la victime. L'affaire Freddy Liot change alors de nature. Cette fois, il ne s'agit plus d'une disparition, mais d'un crime. C'est le début, j'aurais voulu partir avec. Au fond, il nous a tués aussi. Hein. C'est ça qui est... Les personnes qui restent souffrent énormément. Hein. C'est vrai que c'est très... L'enquête de la police judiciaire progresse à grands pas.
En examinant les derniers appels de Freddy, les policiers identifient un homme. Karim, un maçon français de 28 ans, frontalier lui aussi, il travaille pour la même agence d'intérim que Freddy. Karim est arrêté. Pendant sa garde à vue, il avoue les faits. Mais pourquoi a-t-il tué Freddy? Quelles sont les circonstances de sa mort? Et que s'est-il passé ce soir-là, dans cet immeuble d'Annemasse? Retour en Normandie, chez les parents de Freddy. Le procès de l'homme qui a tué leur fils commence demain. Bonjour Freddy. Comme tous les jours, Anne-Marie et François viennent se recueillir sur la tombe de leur fils. Beaucoup de personnes qui se battent pour toi. Mon chéri. On se bat parce qu'on sait qu'ils nous diraient papa et maman, battez-vous. C'est ce que nous, c'est vrai qu'ils... Battre pour quoi faire? Que la justice soit faite. Bah bon, je pense que la justice va être faite. Juste tant que c'est pas fini, qu'on sait pas, il faut toujours se battre. Annecy, lundi 1er mars. C'est ce matin que s'ouvre le procès de l'assassin présumé de Freddy. Anne-Marie et François ont fait appel à un ténor du barreau, Maître Collard, pour assurer leur défense. L'événement est très médiatisé. La salle d'audience se remplit. Maître Collard attend que ce procès révèle enfin toute la vérité sur cette affaire. On voit le crime, mais on ne voit pas les mobiles du crime. Alors c'est quand même un acte criminel d'une extraordinaire violence. C'est vrai que l'audience, elle peut peut-être recoudre le corps, permettre une unification qui rendra la vie des parents de la victime beaucoup plus supportable, si on peut supporter malgré tout une telle horreur. Les parents et la sœur de Freddy sont tendus. Ils n'ont jamais vu le visage du meurtrier présumé de leur fils. Ils vont le découvrir aujourd'hui. Celui qui dit la vérité. Je saurais bien si c'est la vérité ou pas. C'est la première fois que vous allez le voir, là? Ouais. Mais je vais pas baisser les yeux. Les yeux sont bien rivés. C'est sûr. L'accusé entre dans le box. Âgé aujourd'hui de 31 ans, père de 2 enfants, ce maçon sans aucun antécédent judiciaire comparaît aujourd'hui pour meurtre, atteinte à l'intégrité d'un cadavre et menace de violence, suivie d'une demande de rançon. Il risque 30 ans de prison. Le procès commence, il va durer 3 jours. Ce matin, la cour rappelle les faits. La parole est donnée à l'accusé. Que s'est-il passé le 7 septembre 2007? Comme Freddy, Karim est ouvrier dans le bâtiment et travaille à Genève. Ils se rencontrent dans une agence intérim et deviennent amis. Ce jour-là, Freddy trouve qu'il a les cheveux trop longs. Karim propose de les lui couper. Freddy le rejoint dans son appartement. Les 2 hommes discutent tranquillement quand Karim se rend compte que les 450 € qu'il a laissés sur une table auraient disparu. Il demande à Freddy de les lui rendre. Freddy nie avoir pris cet argent. Commence alors une dispute, puis une bagarre. Karim s'empare d'un marteau et frappe Freddy à la tête. Le jeune homme s'effondre. Paniqué, Karim décide de se débarrasser du corps. Il le découpe, le met dans le coffre de la voiture de Freddy et le jette dans les eaux de l'Arve, une rivière à 2 km de là. Ensuite, il abandonne la voiture de Freddy sur place en prenant soin d'enlever les plaques et de brûler le véhicule. Puis il revient à son appartement et pendant toute la nuit, efface les traces du crime en arrachant le plancher et les tapisseries. Dans la salle d'audience, Karim interrompt son témoignage, se tourne vers la famille de Freddy et déclare « Je suis désolé. Je sais que je suis l'auteur de ces actes. Je suis désolé de la tournure horrible de cette histoire. Cela fait 2 ans et demi que j'essaye de comprendre comment j'ai pu tuer, démembrer et demander une rançon et je ne comprends toujours pas. » La famille de Freddy refuse de l'entendre.
pour moi, c'est impardonnable et sans je suis désolée, il peut se garder sincèrement. Qui dise la vérité, voilà, si vraiment il est désolé, qui nous ouvre un peu les yeux, parce que nous, les questions s'en posent énormément, qui disent la vérité, quoi, et ça ne sera pas pardonné non plus. Mais déjà, il fera un grand pas, je crois. L'avocat de l'accusé, lui, insiste sur les remords de son client. La première chose qu'il a faite, alors même qu'on lui avait à peine donné la parole, ça a été de s'adresser à la famille d'une manière extrêmement maladroite, mais avec beaucoup d'authenticité, pour dire « je demande pardon ». Alors bien sûr que ce pardon, on ne va pas le lui accorder comme ça. Il n'en demeure pas moins qu'il est quand même authentique dans cette démarche et que c'est vrai qu'il est envahi par cette culpabilité. La cour s'intéresse maintenant au mobile du crime. Karim a-t-il tué Freddy pour obtenir une rançon ? Il explique que cette histoire de rançon était simplement destinée à mettre les policiers sur une fausse piste. Selon lui, c'est parce que Freddy lui a volé 450 € qu'il en est venu à le tuer au cours de leur bagarre. La famille de Freddy refuse de croire à cette version des faits. Est-ce que vous avez un peu progressé dans la compréhension de ce drame? Pour moi, le drame, c'est l'argent. Le mobile, c'est l'argent. 450 €? Ah oui, mais il y a la rançon, il y était. Hein. Ah, vous pensez que c'était... Voilà. Vous pensez que le mobile était de vous faire c'est l'argent. Donner de l'argent? L'histoire de la rançon, il n'aurait pas demandé une rançon. Hein. Je sais pas, moi, c'est pas... Mais il disait c'était pour gagner du temps, c'est pas pour gagner du temps. Hein. Il y croyait vraiment, il croyait qu'il allait vraiment récupérer l'argent. Hein. Mais il ment, ça c'est sûr et certain. Déjà, Freddy n'aurait jamais envoyé d'argent. Déjà, donc on sait qu'il ment. Même si c'était vrai, ce qui n'est pas le cas. Même si c'était vrai, ça ne valait pas tout ce carnage. Et voilà. À la reprise de l'audience, c'est au tour du frère de l'accusé de témoigner. Il raconte que Karim est le dernier d'une famille de 8 enfants, tous élevés dans le respect des valeurs, et que la cruauté de ses actes ne lui ressemble pas. Il a été pris dans un sorte de tourbillon infernal, quoi. Malencontreusement, c'est pas volontaire, c'est une bagarre qui a mal tourné, comme il peut en avoir des milliers en France et en Europe et dans le monde. Hein. Ce qui est dramatique, si on peut en tirer une conclusion, c'est que ça peut strictement arriver à tout le monde, quoi, hein. Les conséquences, c'est vrai, qui sont dramatiques derrière. Mais c'est une situation qui peut arriver à tout le monde, donc si on peut en tirer des leçons, ce serait pas mal. Quand il ajoute à la barre que personne dans la salle d'audience n'est à l'abri de commettre un tel crime, Maître Collard s'insurge. Nul n'a le droit, dit-il, de banaliser un acte aussi odieux. Incroyable témoignage. Ce frère qui, honnêtement, venant au secours de son frère, a osé dire, sans se rendre compte de ce qu'il disait aux jurés, que ce qu'avait fait son frère, c'est-à-dire assassiner, percer le crâne, découper le cadavre, faire du chantage, eh bien, dans cette salle, tout le monde pouvait le faire. Il est même allé jusqu'à dire que ceux qui ne se sentiraient pas capables de le faire lèvent la main. Bon. Là, on a assisté à quelque chose d'inouï, quoi. Il y a sans doute une certaine maladresse dans le propos. La rhétorique n'est pas nécessairement la partie la plus forte d'un témoin. C'est la raison pour laquelle il faut aussi accorder un peu d'indulgence aux propos qui peuvent être tenus par un témoin qui se présente dans des conditions comme celle-ci. À la reprise de l'audience, le président s'interroge sur le fait que le tronc ne porte aucune trace de coup. Karim explique que la rixe a été brève. Freddy m'a giflé, dit-il, j'ai perdu mon sang-froid, je l'ai jeté au sol, j'ai attrapé le marteau qui traînait et j'ai frappé son crâne. Mais la tête n'a jamais été retrouvée et la famille de Freddy émet des doutes sur cette version. Sur le corps, il n'y a pas eu de traces de coups ni rien. Une bagarre, il y a des traces de coups. Vous savez, monsieur, ce qui est horrible, malheureusement, pour moi, il l'a frappé derrière. C'est que le seul organe qui aurait pu donner des explications sur la violence des coups, c'est la tête. Et la tête, pour moi, c'est primordial. Alors, est-ce qu'il va accepter à un moment donné, quand la question lui sera posée, de dire où il a dissimulé la tête? De toute façon, ça n'apportera plus rien au procès, hein, mais pour vous, ça sera un apaisement. Mais c'est pas quand même pour rien qu'il a toujours refusé d'indiquer où il avait caché la tête, parce que
Là, n'importe quel médecin légiste peut parfaitement savoir quelle a été la violence des coups et quelle a été la réalité des coups. Réalité aussi. Et comme par hasard, sur cet élément qui aurait été très fort du point de vue de l'explication de la violence, il ne dit pas un mot. Hein. Non. Alors demain, il y a un moment très pénible. Est-ce que vous voulez y assister? C'est le moment où les médecins légistes vont venir. Oui, mais de toute façon... Si vous ne sentez pas de rester, vous pouvez sortir. Mais attendez-vous vraiment à des moments difficiles. Très difficiles. Je vais envoyer du chocolat. Nous, ce qu'on espère, c'est qu'ils disent vraiment la vérité. Le lendemain, une terrible épreuve attend les parents. Deuxième jour du procès. Ce matin, la Cour espère que les experts légistes apporteront des réponses sur les causes de la mort de Freddy. Des témoignages à la fois attendus et redoutés. Ça va. Est-ce que la journée promet d'être difficile pour Oui, vous on s'y attend. C'est aussi vous sentez que je suis pas santé. Parce que c'est toujours très pénible, et là, ça va être encore plus pénible que d'habitude. Alors bon, si vous sentez que vous n'arrivez pas à supporter, n'ayez pas de gêne, vous sortez. L'audience commence. À la barre, les légistes n'apportent aucune indication sur les causes de la mort de Freddy. La tête n'ayant jamais été retrouvée, ils n'ont aucun moyen de vérifier la violence des coups portés par l'accusé. Lorsque nous avons fait l'autopsie, nous n'avions pas il n'y a pas de crâne, on n'a jamais eu ce crâne, donc il était impossible de déterminer le type de lésion crânienne subie par Freddy Liu. L'après-midi est consacré à la personnalité de l'accusé. À la barre, les psychiatres décrivent un homme immature, mais à l'intelligence normale. Il ne souffre d'aucune pathologie mentale pouvant expliquer l'horreur de ses actes. Il parle d'une énigme psychiatrique et conclut qu'il n'est pas dangereux pour la société. Des témoignages qui irritent Maître Collard. C'est extraordinaire de voir des experts aussi inutiles. C'est que finalement, il dit aux jurés, faites notre travail, hein, parce que nous, on ne sait pas. On ne sait pas s'il est pervers, on ne sait pas s'il a été sidéré, on ne sait pas s'il est normal. En tout cas, dans ce doute immense quant à sa santé mentale, on peut vous dire qu'il n'est pas dangereux. C'est rassurant. Oui, c'est rassurant. La journée a été éprouvante pour les parents de la victime. Quelqu'un comme ça, mais ils vont le relâcher, mais il va recommencer. Il va recommencer, c'est évident. C'est évident. Donc ce genre de personnage, il faut quand même, je pense, essayer de penser au... Parce que bon, là, il nous a frappé, mais la prochaine fois, il va frapper notre famille. Et c'est atroce, hein, quand on perd un enfant. Oui, on perd un enfant, oui. C'est vrai qu'il nous manque tous les jours. Ouais, pour moi, c'est... Vous savez, perdre un enfant comme ça, on voit ça dans les films, mais on se dit c'est pas possible que ça se réalise chez nous. C'est pas possible. Des trucs comme ça. Troisième et dernier jour du procès. Ce matin, la famille de Freddy attend beaucoup de la plaidoirie de son avocat, Maître Collard. Il rappelle la barbarie des actes et déplore le fait que le véritable mobile, la rançon, n'ait jamais été avoué par l'accusé. Il termine en invitant les jurés à ne pas laisser en liberté un homme capable de tuer, de démembrer et de rançonner. L'accusé ne dira jamais que le mobile du crime, c'est le vol crapuleux. En réalité, il voulait faire chanter la mère pour récupérer de l'argent. C'était pour lui un trésor d'argent qu'il avait en poche. Donc le mobile, à mon avis, il est dans le fric, ni plus ni moins. C'est maintenant au tour de l'avocat général de prendre la parole. Son réquisitoire est sévère. En rançonnant les parents de la victime après l'avoir tué et démembré, cet homme a rajouté de l'odieux à l'horrible, affirme-t-il. Il requiert le maximum de la peine encourue, 30 ans de réclusion. Il y avait quand même une accumulation de faits qui m'ont conduit à estimer qu'il n'avait strictement aucune circonstance atténuante. J'ai donc effectivement requis 30 ans, puisque c'est le maximum prévu par la loi. Et je pense très sincèrement que si la loi avait prévu une peine plus lourde, je l'aurais requise également. Qu'est-ce que vous pensez en fait de la réquisition?
30 ans de prison. L'avocat général a très bien parlé. D'accord. Votre avocat aussi, ça vous a fait du bien? Ça nous a fait. Oui, très bien. Ça va mieux maintenant. Vous allez mieux maintenant. Mieux, on ne peut pas dire mieux, mais bon, c'est un soulagement comme si année, 30 ans, la réquisition, ça m'a... J'espère qu'il va les avoir, tout ce que je souhaite. La parole est maintenant à la défense. L'avocat de l'accusé commence par ces mots. Mesdames et messieurs les jurés, ne soyez pas des justiciers. Jugez l'homme, mais pas le monstre. Maître Rimondi affirme que l'accusé ne serait pas dans son box si Freddy ne lui avait pas volé 450 €. Anne-Marie et Nadia sortent révoltées. La plaidoirie de la défense est terminée. Les mots des avocats ont meurtri la famille de Freddy. Très dur, très dur, très dur. Pourquoi? Ouais, Qu'est-ce qui a été difficile à entendre? c'est des fois on se trouve, disons, mon fils se trouvait assassiné par des personnes et nous on se trouve assassiné par des fois d'autres personnes. Les jurés se sont retirés avec les magistrats pour délibérer. Commence alors une longue attente. Deux heures et demie plus tard, le verdict va être rendu. Bien, l'audience est reprise. Voici les réponses de la Cour et du jury aux questions posées. Question numéro 1. L'accusé est caractérisé coupable d'avoir à Annemasse, le 6 septembre 2007, volontairement donné la mort à Freddy Dion. La réponse est oui, à la majorité de 8 voix au moins. Question numéro 4. L'accusé Karim Belli est coupable d'avoir à Annemasse, le 6 septembre 2007, par quelque moyen que ce soit, en espèce en le démembrant, porter atteinte à l'intégrité du cadavre de Freddy Dion. La réponse est oui, à la majorité de 8 voix au moins. En conséquence des déclarations qui précèdent, la Cour condamne l'accusé Karim Belli à la majorité qualifiée de 8 voix au moins, à la peine de 30 ans de réclusion criminelle. Et par délibération spéciale à la majorité absolue, la Cour et le jury ordonnent la privation des droits civils, civiques et de famille de Karim Belli pour une durée de 10 ans. Pour la famille de Freddy, c'est un énorme soulagement. Pendant 10 ans, il pourra plus décider sur son nom. C'est très bien. Comment? Vous avez été compris. Oui. On a été compris, c'est surtout ça, oui. Oui, par le juré, pas mal de gens. Je pense que les gens, ils ont... Voilà, on a été compris. Ça ne nous ramènera pas, malheureusement. Voilà, ça nous redonnera pas notre fils. Hein. Bon, j'irai lui dire au cimetière. La semaine prochaine, j'irai lui dire on a gagné, mon cher. On s'est battu pendant 2 ans et demi, et puis... T'as gagné, mon chéri. Le frère de l'accusé est resté prostré dans la salle d'audience. L'accusé a décidé de faire appel de la décision de la justice. Il comparaîtra à nouveau devant une autre cour d'assises dans un an.